Dans ma dernière vidéo, celle sur le Venezuela, je disais, entre autres choses, on a réduit un pays entier à ses symptômes sans regarder ce qui a produit ces symptômes. Et tout ça avec exactement le même regard psychiatrisant que celui qu'on a à l'égard des patientes et des patients. Dans cet extrait, j'employais exprès les termes symptômes et regard psychiatrisant, mais pour parler d'un pays. Et quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous ont certainement cru à une métaphore un peu hasardeuse. Un peu plus loin dans la vidéo, je disais aussi, dans bien des situations, on va pathologiser une réaction parfaitement normale d'un cerveau parfaitement sain à un truc extrêmement violent. Dans cet extrait, je ne parlais plus d'un pays, mais je parlais de pathologisation et de normalité. Et juste après, je disais, on n'impose pas juste un traitement, on impose une définition de ce que c'est qu'être malade, et donc de ce que c'est que guérir. Symptômes, regard psychiatrique, pathologisation et maintenant maladie, et il faudrait y ajouter handicap. Tous ces mots font appel au champ de recherche de la psychologie critique et des disability studies. Deux champs qui étudient comment la médecine et la psychiatrie produisent des catégories, normal, anormal, sain, malade, capable, handicapé, et qui cherchent à produire une façon de parler et d'écrire sur ce que ces catégories font aux gens qu'on met dedans. Pathologisation, psychiatrisation et colonisation narrative sont des termes précis et qui ont un mérite, celui de décrire des violences omniprésentes dans nos sociétés, mais s'il y en a bien un qu'ils n'ont pas de mérite, c'est d'être facile à comprendre et à distinguer les uns des autres. Et pour réussir à le faire, et avant d'aller un peu plus loin dans les réflexions, j'aimerais qu'ici on essaie de se poser quelques questions qui sont un peu moins évidentes qu'elles ne le paraissent. Déjà, c'est quoi être handicapé pour les personnes qui le sont? Qu'est-ce que c'est exactement que la pathologisation? Qu'est-ce que c'est que le regard psychiatrique? Pourquoi est-ce que c'est grave? Et surtout, quel rapport avec le colonialisme? Est-ce que pathologiser un pays et pathologiser une personne, c'est vraiment exactement la même chose? Et si oui, comment est-ce qu'on en sort de la pathologisation? Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, la thématique de la pathologisation, c'est un truc que vous devez commencer à maîtriser un peu mieux maintenant. Mais j'aimerais, avant de commencer à construire un édifice qui pourrait me dépasser parce que j'aurais pas assez bien expliqué les choses, revenir un peu sur ce concept et vous montrer pourquoi, qui que vous soyez, ça vous regarde. Donc déjà, la pathologisation, c'est le fait d'interpréter comme un déficit certaines manières d'être, de fonctionner et de vivre. L'idée, c'est que certaines réalités humaines, quand elles sont vues à travers le regard psychiatrique, apparaissent comme des réalités médicales, donc des anomalies à traiter et à corriger pour normaliser soit l'individu, soit le groupe. Et on peut distinguer trois manières dont le regard psychiatrique va transformer la lecture qu'on a toutes et tous du réel. Parfois, la pathologisation, c'est simplement une lecture hygiéniste du réel. Hygiéniste, dans ce contexte, ça veut dire obsédé par l'idée de classer les humains en deux catégories, donc sain, malsain, ou alors normal, pathologique. C'est par exemple ce que fait le DSM-5 quand il classe le trauma comme un trouble, comme une pathologie donc, avec des symptômes, une étiologie, un pronostic, alors qu'il est une réaction normale à un événement anormal, c'est-à-dire violent. Il n'y a pas de cerveau plus prône que d'autres au trauma, il y a des événements plus traumatogènes que d'autres. Ce faisant, on oublie que le trauma, c'est pas une invention de la médecine moderne, mais qu'il est connu et compris un peu partout dans le monde depuis des millénaires. À cet endroit, la pathologisation, elle vient comme un processus de remplacement d'une multiplicité de grilles de lecture subjectives et populaires au profit d'une unique interprétation institutionnelle qui se présente comme un fait. C'est ce qu'on appelle un effacement épistémique, donc un effacement des savoirs d'une personne ou d'une communauté sur elle-même. Et ça, ce sera, entre autres choses, le sujet de mon entretien avec la chercheuse Laura Brown, qui arrive très bientôt. Et d'autres fois, la pathologisation, c'est une lecture oblique, décalée, du vécu subjectif des personnes. La colère des femmes face à des situations d'oppression devient une hystérie ou des troubles de la personnalité. La timidité des enfants face à un monde adulte qui ne leur accorde aucun espace d'émancipation individuelle ou de dignité devient une phobie sociale. La réponse au contexte elle-même est pathologisée, mais le contexte, ce qui conditionne son existence, reste invisible. La pathologisation, c'est la création ici d'une grille de lecture qui vient nommer l'effet, mais pas la structure. Le problème, il est déplacé, il est plus dans l'environnement, il est dans l'individu. C'est ce qu'on pourrait appeler cette fois-ci un effacement subjectif. C'est-à-dire que ce que la personne observe et ce à quoi la personne réagit est effacé au profit d'une lecture pathologique, donc médicale. Et puis encore d'autres fois, la pathologisation, c'est une lecture de votre vécu qui se présente comme bienveillante et donc comme une proposition de réinsertion au sein de la société. Pas explicitement pour vous intégrer dans le travail, non, pour vous. Voilà, c'est mieux pour vous comme ça. Un exemple assez concret, c'est celui de la solitude comme symptôme d'une pathologie. Une personne peut vivre seule, totalement en marge des autres, et pour autant ne pas du tout ressentir le besoin d'établir de nouveaux liens sociaux fréquents. Selon ses critères à elle, à cette personne, et surtout selon ses besoins spécifiques, la personne solitaire, asociale, dira-t-on, peut très bien
bien fonctionner comme ça et ne pas ressentir de manque à cet égard. Mais la psychiatrie lui proposera automatiquement de travailler sur son isolement. Exactement de la même façon, une personne peut ne pas ressentir de désir sexuel du tout sans en avoir jamais souffert, et la psychologie, elle va quand même chercher à comprendre lequel de ces traumas a causé ce blocage. Dans les deux cas, la personne n'a rien demandé, elle ne souffre pas, mais elle ne correspond pas à ce que le regard médical considère comme une vie normale, donc complète et donc saine. En gros, on veut soigner ce qu'on a désigné comme pathologie, plutôt que de soigner ce que la personne a désigné elle-même comme un critère bien plus concret et surtout bien plus humain, une souffrance. Comme je l'ai dit, tous les processus qui vont se mettre en place pour pathologiser un vécu, pour n'importe laquelle de ces trois raisons, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un regard, et c'est ce que j'appellerais ici le regard psychiatrique. Et alors attention, parce que regard psychiatrique, ça veut pas forcément dire que c'est le regard sur une personne d'un psychiatre. Le regard psychiatrique, c'est une façon de voir le monde qui vient de la psychiatrie comme discipline, mais qui s'est diffusée bien au-delà des cabinets, des hôpitaux et des carnets de notes du professeur Charcot. C'est une grille de lecture qu'on a toutes et tous appris à adopter et qui prétend chercher dans l'individu et jamais ailleurs l'origine de ce qui dysfonctionne, mais qui, en le faisant, devient une grille de lecture qui efface ce que les gens savent d'eux-mêmes, qui efface le contexte auquel ils réagissent et qui efface l'histoire et la structure pour ne garder qu'une seule idée entendable, l'individu est à l'origine de ses problèmes. Il en est pas forcément responsable, il peut en être la victime, mais les problèmes ils sont en lui. Et c'est lui qu'il faut soigner. Et puisqu'il est un individu à soigner, on ne peut pas lui faire confiance pour dire si oui ou non il a envie d'être soigné. On ne demande pas au fou si il est fou. De cette façon, le rapport de soin est imposé. Ce regard-là, aujourd'hui, il est partout. Dans les écoles, dans les entreprises, dans les familles, dans l'institution coloniale et dans la façon dont on se regarde nous-mêmes. Thomas Théo en fait un sujet majeur de sa grande histoire de la critique de la psychologie. Et lui, il parle de problématisation. La problématisation, c'est la manière dont il appelle le fait de transformer des groupes humains entiers en problèmes à résoudre. Et évidemment, celui qui se positionne pour dire « vous êtes un problème », il va pas vous demander si vous voulez qu'on s'occupe de vous. Le plombier, il demande pas à la fuite si elle veut être bouchée. Cette idée de problématisation, que moi j'appelle plutôt pathologisation, elle est pas abstraite du tout. Allez pas croire que c'est une lubie moderne de gens qui veulent s'inventer des problèmes. Elle s'inscrit profondément et de manière indiscutable dans l'histoire de la psychiatrie elle-même. Est-ce que vous connaissez la drapétomanie? En grec ancien, ça veut dire la folie du fuyard. Aux États-Unis, au 19e siècle, les esclaves qui s'enfuyaient des plantations étaient diagnostiqués malades mentaux. C'est le médecin américain Samuel Cartwright qui va décrire cette maladie, la drapétomanie donc, en 1851. En fait, à l'époque, il comprenait pas pourquoi les esclaves s'enfuyaient. Parce que quand ils étaient à la maison ou dans les plantations, ils travaillaient bien, ils étaient serviables, et d'un coup, paf, il y en a qui se barraient. Du coup, l'explication, la seule explication rationnelle, c'est que les esclaves étaient atteints d'une maladie mentale qui leur donnait des mouvements involontaires. Et donc, leurs jambes, elles se mettent contre leur volonté à bouger subitement hyper vite. Et évidemment, tous vers le nord, parce que on sait pas, peut-être que les Noirs, ils ont une boussole dans la tête, après tout, on s'en fout. Je vous rappelle qu'on est en Louisiane dans les années 1850, donc... Mais même si ça paraît complètement con, quand on y réfléchit un petit peu en prenant en compte cette idée de la pathologisation, c'est peut-être pas si con que ça en fait. Parce que l'exposition répétée et prolongée à l'idée que vouloir s'enfuir en tant qu'esclave, c'est être fou, ça produit forcément quelque chose. Déjà, ça nous fait douter de notre perception des autres. Il est de moins en moins insupportable de se dire à force de l'entendre que, oui, il y en a certainement parmi les esclaves qui s'enfuient qui sont vraiment fous. Mais du coup, nous comporter nous-mêmes comme des fous, c'est d'une part trahir l'image qu'on a de nous-mêmes, et c'est risquer un stigmate supplémentaire, et on a déjà franchement pas besoin de ça en tant qu'esclave. D'autre part, ça veut dire que s'enfuir, ça nous condamne à être traités comme un fou. Et la génération d'esclaves qui viendra après elle, elle aura grandi avec l'idée que s'enfuir, c'est un symptôme de folie, et elle aura peur elle-même de devenir folle. C'est comme ça que l'autosurveillance s'installe. Tu veux travailler bien gentiment ou tu veux être perçu par tout le monde et même par toi-même comme un illuminé qui contrôle plus ses jambes et son cerveau? C'est une autre forme de peur, une peur qu'on installe dans la tête pour ne plus avoir à mettre de chaîne au pied. Et alors pour la petite histoire, Samuel Cartwright, il avait aussi inventé la dysesthésie éthiopique, une maladie mentale qui était causée par le fait de, et là je cite, ne pas avoir de blanc pour les diriger et s'occuper d'eux, et qui provoquait une faiblesse au travail et des lésions dans le dos. Sauf que, vu que le traitement contre cette maladie c'était des coups de fouet, on n'a jamais su si les lésions, elles pouvaient pas plutôt être un effet secondaire du traitement plutôt qu'un des symptômes de la maladie. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Ce narratif-là, celui de la pathologisation comme solution universelle pour expliquer la différence, il tient, même quand il a l'air absurde avec le recul qu'on a dessus aujourd'hui. Et en réalité, en général, il tient bon très longtemps. Il tient bon jusqu'à ce qu'il finisse par s'écrouler
face au poids du nombre. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'un autre narratif puisse avoir la force de s'opposer à celui qui domine. Et c'est là qu'on entre dans le dur du sujet. Parce que, à mon sens, la preuve ultime, absolue et nécessaire que la pathologisation existe et qu'elle n'est qu'un effet produit par un regard dominant, c'est justement tous les moments où on a pu observer la pathologisation s'effondrer. Il y a un exemple de ça que j'essaye d'éviter de trop manipuler dans mes vidéos parce qu'il est trop parfait, en fait. Ça peut vous paraître bête, mais vous allez comprendre. Des fois, il y a des exemples de trucs qui sont tellement trop parfaits que si on les sort juste comme ça, sans bien préparer le terrain en amont pour leur rendre justice, les gens ils finissent juste par répondre « oui, non mais d'accord, en même temps c'est cet exemple-là aussi, voilà ». Et le pire c'est que même après vous avoir dit ça, quand je vais vous le sortir, pour la plupart vous allez quand même réagir comme ça. Mais écoutez jusqu'au bout parce que justement c'est après que ça devient ouf. À l'origine de l'étude de ces réalités, par les champs scientifiques qui s'y sont intéressés, il est absolument indiscutable, totalement évident et médicalement parfaitement réaliste que l'homosexualité est une pathologie. Certains individus extrêmement peu nombreux dans la société présentent des symptômes objectivables d'une maladie mentale qui, au terme de certaines thérapies, finit objectivement par disparaître. Et ce que je dis là, je le dis pas au second degré, je le dis clairement et je le répète. Il existe objectivement des symptômes observables d'une maladie mentale qui existe objectivement et qui s'appelle l'homosexualité. Jusqu'en 1994. Je veux revenir un peu ici sur le terme objectif et sur le principe d'objectivité. Je reçois parfois des commentaires qui me reprochent de manquer d'objectivité dans mes vidéos. Et j'en veux pas aux personnes qui les postent parce que je pense que c'est pas des gens qui suivent mon travail, c'est des gens qui sont juste tombés sur une de mes vidéos. Mais dans le vaste champ des choses dont on parle sur cette chaîne, ce terme-là, il représente exactement tout ce contre quoi je me positionne. Parce que l'objectivation, c'est l'outil de la pathologisation. En médecine, un signe objectif, c'est un signe que le médecin peut observer, mesurer et constater de l'extérieur. Une radio, une prise de sang, une température corporelle, une tension artérielle, un truc qu'on peut voir sur un scanner ou sur une IRM, ça, ce sont des choses objectives. Exemple tout con, vous avez mal à la jambe, du coup, vous boitez. Oui, là vous allez me dire, je boite, mais ça c'est objectif, non? Non, ça c'est fonctionnel. Votre fonctionnement est altéré par quelque chose, mais boiter, ça peut être une altération fonctionnelle qu'on retrouve dans des maladies neurologiques ou dans des psychosomatisations. Donc c'est pas un signe objectif de quoi que ce soit. Donc, vous boitez, mais pas de bol, on est en 1972 et l'IRM qui pourrait détecter votre atteinte au nerf crural, elle n'existe pas. Et donc là, vous avez une boiterie sans objectivation. Vous avez une boiterie fonctionnelle. Ce qui est objectif, c'est ce qui ne dépend pas de ce que vous racontez de l'histoire de votre souffrance, ni de ce que vous ressentez. La fatigue que vous ressentez, l'angoisse que vous nommez, ça, c'est subjectif. Le médecin ne peut pas le voir et donc il doit vous croire. Mais un signe objectif, ça se mesure, ça se photographie, ça se reproduit, ça ne ment pas. Et justement, comme en psychiatrie, on adore objectiver les troubles, le psychiatre allemand Kraft Ebing va s'y coller et il va publier en 1886 la Psychopathia Sexualis, travail dans lequel il va décrire les signes objectifs de l'homosexualité masculine. Timidité féminine, frivolité, faiblesse de caractère, etc. Et pour l'homosexualité féminine, il va dire cheveux courts, vêtements masculins, goût pour le sport. Donc voilà, tout ça c'est objectif. En 1941, le psychiatre américain George Henry va publier Sex Variants, une étude sur 80 personnes homosexuelles, 80 hommes. Et là, on passe aux mesures. On mesure l'angle du bras quand on le tend, parce que cet angle, il est différent chez les hommes et les femmes, et donc si un homme homosexuel a un angle plus prononcé, c'est un signe. 100 ans avant, on étudiait déjà le broken wrist, ou le poignet cassé. Vous savez, c'est le... On mesure aussi le ratio entre le torse et les jambes, on mesure le bassin, les épaules, le crâne, les plis et les courbures de l'anus, la taille des organes génitaux. On cherche des signes du sexe opposé dans le corps des homosexuels. Parce que l'hypothèse, c'est l'inversion sexuelle. Un homme homosexuel, c'est en fait un homme qui a subi dans son développement dans l'utérus une inversion de sa masculinisation. Et donc il est en gros à l'intérieur plutôt une femme qu'un homme. Et donc si c'est le cas, c'est qu'il doit bien y avoir des traces de ça quelque part. Et quand on cherche, on finit par trouver. Et on reparlera un jour de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui exactement dans la même démarche autour de l'objectivation de l'autisme. Et je vous assure que c'est pas moins grave. Mais donc une fois qu'on a nos patients, nos critères, nos symptômes et nos outils de mesure, on peut dire sans même avoir besoin de jouer sur les mots que l'homosexualité est une maladie. Et on peut aussi dire, à l'issue de thérapies qui vont venir corriger tous ces traits objectifs, que l'homosexualité, c'est une maladie qui se traite, qui se soigne. Oui, puisque beaucoup des critères objectifs peuvent finir par disparaître. Bon alors, c'est vrai que le truc de la thérapie, tout le monde n'est pas hyper d'accord. Pour pas mal de gens à l'époque, le seul traitement, c'est la prison, la castration chimique ou la peine de mort. Mais alors, attendez, parce que ce truc de maladie qu'on doit gérer de force par la castration chimique, là, on parle des personnes homosexuelles et je donne l'impression que c'est un truc d'il y a grave longtemps en Occident. Déjà, c'est pas le cas.
C'est pas il y a longtemps du tout. Mais si on veut passer juste à la question de l'identité de genre, je pense que même parmi les personnes qui connaissent un peu le truc, je vais peut-être vous surprendre. On n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui, donc ça vaut quand même le coup de vous ressortir un arrêté de la Cour de cassation. Attendu que lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractéristiques de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. C'est imbitable, hein, donc je pense pas que vous vous rendez compte du truc en fait. La castration chimique, c'était pas une réalité de l'époque d'il y a longtemps. La castration chimique, c'était une obligation légale en France pour faire changer son état civil et faire valoir son droit à la vie privée et à la vie relationnelle. C'était le traitement thérapeutique normal d'une personne trans. Le reste de l'article, il dit en substance que si vous êtes trans-binaire et que vous n'avez pas subi de castration chimique, vous ne disposez pas de plein droit à l'accès au principe de respect de la vie privée, parce que vous êtes malade, et que votre maladie, et c'est explicite, elle est dangereuse pour la société. Elle est même dangereuse pour le pacte républicain. Juste après ça, l'arrêté précise que le psychiatre doit pouvoir démontrer que le transsexualisme de la personne qui change son état civil ne relève ni du délire, ni de la perversion morale, mais simplement d'une névrose apaisé par le passage à l'acte. Et là vous répondez, bah oui mais c'est les années 40 aussi, c'est 2016. Cet article, il a été publié au Bulletin officiel le 11 décembre 1992 et il a été remplacé en 2016. Il y a 10 ans, un peu moins, on est qu'en janvier. Il y a 9 ans. Mais non, mais c'est pas vraiment de la stérilisation forcée. Si, connard! La France a été condamnée pour stérilisation forcée des personnes trans en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas un organe wokiste, hein. Et alors, pardon de m'attacher à quelques termes, hein, mais on m'attrape encore la veste sur des conneries, alors je me le permets un coup, hein. Perversion morale et névrose apaisée par le passage à l'acte, c'est pas des critères légaux qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Bizarrement, on le retrouve juste dans les pays qui ont été gangrénés par la plus abjecte et la plus dégueulasse des psychanalyses. Merci les gars, bel héritage la psychanalyse, hein. Personne tient les comptes de toute façon, donc allez-y, parlez-moi d'Oedipe, je vous jure, ça me passionne. Bah oui, mais je m'énerve, mais parce qu'en même temps, c'est un truc de ouf, non? La transphobie d'État et tout. Tu te rends compte que quand même la transphobie d'État, elle a des liens avec la psychanalyse qui n'existent quasiment qu'en France et aux États-Unis. Et pourquoi? Bah parce que c'est quand même les territoires d'émergence de la psychanalyse. Enfin, oui, ils sont Freud, il est autrichien, d'accord, mais tu sais bien que ça n'a rien à voir. Oui, ça me saoule. Ça me saoule parce que les gens disent ah mais non, mais tu comprends pas l'intérêt de ces travaux. Bah en fait, dans les faits, matériellement, ce qui s'est passé, c'est ça, quoi. T'as l'air de t'en foutre, en fait, c'est ça qui me... Non, mais je sens bien que tu veux me réconforter, mais genre... Je sais pas, la colère, c'est un affect politisant aussi. Tu t'en fous, hein. Casse-toi. Donc il s'est passé quoi entre 92 et 2016 pour que, d'un coup, on n'utilise plus ces termes Pour que, d'un coup, on n'utilise plus ces termes de merde, là. Comment on a fini par sortir progressivement, mais de façon plutôt rassurante, de la pathologisation de l'homosexualité et de la transidentité? Alors certaines et certains vont me répondre en lançant des cailloux sur la maréchaussée. Et oui, non, évidemment, les émeutes de Stonewall et l'histoire de Marsha P. Johnson, etc., bon, ça a participé à ce mouvement, c'est clair. Mais déjà, bien avant ça, il a fallu, pour ce qui est du sujet de la dépathologisation, l'émergence d'espaces dans lesquels se sont structurées des communautés de personnes qui partageaient des vécus similaires. Des communautés qui se sont développées de sorte que, en leur sein, il ne se posait plus du tout la question de la pathologie ou de la déficience, mais uniquement la question de comment vivre d'abord ensemble, au sein de nos espaces, puis pourquoi pas un jour, au même titre et dans les mêmes espaces que les autres personnes. Et si je vous disais que ce processus-là, cette sortie collective de la pathologisation par la construction d'espaces communautaires, eh ben il existe une autre population qui l'a fait exactement de la même manière, avec exactement les mêmes arguments, exactement la même revendication d'une identité culturelle plutôt que d'un déficit médical, et que le système médical continue encore aujourd'hui, en 2026, de la traiter exactement comme on traitait les homosexuels en 1950. Cette population, c'est la communauté sourde avec un S majuscule, hein, parce que pour eux, ce S majuscule, c'est la différence entre être défini comme un malade à réparer et être reconnu comme un membre d'une minorité linguistique et culturelle, ou d'un ensemble minoritaire de minorités linguistiques et culturelles. La même raison pour laquelle on met, quand on dit les noirs, on met un N majuscule à noir, sinon, bah, c'est qu'on est raciste, quoi. Enfin, les noirs sans majuscule, ça veut dire quelque chose. La reconnaissance comme membre d'une minorité linguistique et culturelle ou d'un espace linguistique et culturel minoritaire, quand on dit les noirs avec un N majuscule, on dit pas la même chose que quand on dit les noirs sans minuscule au lieu de dire les personnes noires. Bref, on y reviendra un jour à ça. Bon, par rapport aux sourds, vous allez peut-être me dire oui, mais c'est pas pareil, l'homosexualité c'est pas une vraie maladie, alors que la surdité, bah, c'est objectif, on peut la mesurer, il y a des audiogrammes, etc. Sauf que bah, ça, c'est exactement ce qu'on disait de l'homosexualité. On mesurait les crânes, les bassins, les angles des poignets, l'anus, on avait des critères objectifs.
On avait des protocoles, on avait des traitements qui marchaient, puisque les symptômes disparaissaient. Pareil pour les sourds, enfin quelle différence. On est bien d'accord que quand on fait une thérapie de conversion, la personne homosexuelle, elle cesse pas d'être homosexuelle, mais elle a plus l'air de l'être. Et quand on met un appareil auditif à une personne sourde, c'est la même chose. Elle arrête d'avoir l'air sourde, mais elle l'est toujours. La question n'a jamais été est-ce qu'on peut mesurer quelque chose. La question, ça a toujours été qui décide que ce qu'on mesure est un problème. En 1992, donc la même année que l'arrêt de la Cour de cassation obligeant la stérilisation des personnes trans, un chercheur américain, Harlan Lane, publie un livre extrêmement important. The Mask of Benevolence, Disabling the Deaf Community. Donc en français, le masque de la bienveillance, sous-titre, handicaper la communauté sourde. Alors, problème, hein, c'est de l'anglais, donc disable en anglais, ça veut dire handicap et désactiver. Techniquement, ça voudrait dire pathologiser de façon à désactiver la possibilité de se mettre en communauté. Bref, c'est plus stylé en anglais qu'en français. Dans ce livre, Lane y va poursuivre un mouvement d'appropriation que beaucoup d'autres communautés ont suivi avant lui. On avait le racisme, on avait le sexisme, on avait le validisme, on avait l'adultisme, on a désormais l'audisme. L'audisme, c'est, je cite, la manière dont les entendants dominent, restructurent et exercent leur autorité sur la communauté sourde. Et ça inclut l'administration, le personnel enseignant, les audiologistes, les psychologues et les orthophonistes. Toute une institution dont le métier consiste à faire des déclarations sur les personnes sourdes, à autoriser des points de vue sur elles, à gouverner leur éducation, leur rééducation et leur vie. Je trouve ça intéressant de caler un exemple personnel là-dedans, parce que je pense que, à moins que vous soyez sourde ou sourd, je pense que pas mal de personnes pourront s'identifier plus clairement dans ce que je vais raconter, pas parce que c'est plus intéressant, mais parce que c'est un récit individuel. Voilà. Dans ma vie, j'accompagne une personne aveugle qui se trouve être aussi usagère de fauteuil roulant depuis pas mal de temps. C'est pas une personne paralysée, mais c'est une personne qui a un mauvais contrôle de ses muscles, un mauvais équilibre et des douleurs extrêmement vives de façon permanente, mais qui sont aussi intensifiées par l'effort. Le fauteuil, pour elle, c'est quelque chose de réglé. Cette personne, elle a fait son deuil. Ça a été un peu difficile au début, mais elle a intégré le fauteuil dans sa vie et dans son identité. Et encore, même là, quand je dis ça a été un peu difficile, en vrai, c'est pas le fauteuil lui-même qui a été difficile à accepter. Parce que le fauteuil, c'est pas le problème, c'est la solution. Aujourd'hui, le fauteuil, c'est ce qui lui permet de vivre, de se déplacer, et en réalité, pour être franchement honnête, de se déplacer franchement mieux qu'avant que sa maladie n'apparaisse. Donc pour elle, c'est un truc acquis. Il y a des personnes verticales, et il y a des personnes moins verticales. Et si dans sa vie, à elle, elle se débrouille extrêmement bien, et les endroits où elle ne peut pas se débrouiller, c'est à cause du manque de sensibilité de la part des personnes verticales, pas à cause du fauteuil. La maladie en question, c'est une maladie neurologique. Donc la personne, elle va à l'hôpital régulièrement pour approfondir son diagnostic et pour trouver des solutions auprès des services de neurologie pour deux choses, et deux choses uniquement. Ses douleurs chroniques, d'une part, et la perte progressive de sa vision, d'autre part. Oui, alors je précise, quand on est aveugle, la plupart du temps, on voit encore des trucs. Aveugle, c'est un certain seuil. Il y a malvoyant, qui a un spectre un peu plus large que celui d'aveugle, mais aveugle, c'est quand même un spectre de vision. Le but étant de pas être totalement aveugle, donc il faut quand même avoir un suivi pour savoir d'où ça vient. Et systématiquement, et là je vous parle de scènes auxquelles j'ai assisté personnellement pour certaines, donc je vous promets que je n'exagère pas d'un iota. Systématiquement, à chaque fois, sans la moindre exception, en des années de parcours médical, quand cette personne se retrouve devant un médecin pour parler de ses problèmes, on lui demande pourquoi elle est en fauteuil. Et on lui demande quand est-ce qu'elle est disponible pour partir en rééducation. Il y en a même qui ont déjà programmé pour elle, sans jamais lui demander, des séances de rééducation. Ça n'a jamais été sa demande. C'est-à-dire que la personne dit « je viens pour mes yeux et mes douleurs » et le système répond « on va s'occuper de votre vrai problème », celui qu'on voit. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe là. Le système décide que ce que la personne identifie comme nécessitant du soin, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce que le système, lui, perçoit comme un déficit. Le fauteuil roulant devient le site d'une projection, le soignant projette sa conception de ce que c'est qu'une vie normale, une vie désirable et donc une vie complète. Complète étant l'opposé de déficient. Et ça peut paraître con, mais la personne dont je parle, elle a jamais dit qu'elle voulait faire de la rééducation, d'accord. Elle a jamais dit que ça lui allait pas d'être en fauteuil, d'accord. Mais surtout, elle a jamais dit qu'elle était en fauteuil. Elle n'a jamais prononcé devant un médecin le mot fauteuil, à part pour pousser votre bureau, il faut que je passe en fauteuil. Enfin, ce n'est même pas un sujet de conversation et ça n'a jamais eu besoin d'en être un. D'abord parce qu'elle n'a jamais été aussi active depuis qu'elle a le droit à un fauteuil, et puis parce que réapprendre à marcher, déjà un truc qui prend des années en imaginant que ce soit possible, ce dont je doute personnellement énormément, c'est d'une violence extrême. On parle d'une personne qui a accepté pour elle-même que sa vie entière se ferait en fauteuil, qui est socialement identifiée par tout le monde comme une personne en fauteuil, qui a appris à naviguer le monde et la société en fauteuil, et le seul truc qui fait que le fauteuil c'est chiant, c'est le validisme. Sans le validisme, le fauteuil, c'est le meilleur truc qui lui soit arrivé. Ce sont ses mots à elle, à cette personne.
pas les miens. La négation du fauteuil, le fait de vouloir effacer cette partie de la réalité de la personne parce qu'on la considère comme déficiente, c'est de la violence narrative, et c'est une des plus insidieuses qui soit. Et donc, comme je le disais, c'est colonial, et donc... Pourquoi je dis ça? Et bah justement, Harlan Lane l'explique super bien par rapport à la communauté sourde. Il propose 4 tests pour identifier si on est face à du paternalisme colonial. Donc 4 tests qui, je vous préviens, vont raisonner bien au-delà de la surdité. Le premier test, c'est celui des universaux paternalistes. Et il demande, est-ce que quand on compare des portraits que différents bienfaiteurs ont fait de différents groupes à travers l'histoire, on retrouve toujours les mêmes traits négatifs. Je reformule plus simplement, est-ce que les mêmes traits négatifs reviennent, peu importe le groupe dominé, peu importe l'époque. Lane compare 2 listes. D'un côté, les traits attribués aux populations africaines par les colonisateurs européens, de l'autre, les traits attribués aux sourds par les professionnels de la santé. Les Africains, selon les colonisateurs, ce sont des gens primitifs, tribaux, barbares, sanguinaires, rusés, ignorants, paresseux, impulsifs, puérils, émotifs, versatiles et vengeurs. Plein d'autres trucs évidemment. Les sourds, selon les professionnels, ce sont des gens asociaux, puérils, claniques, immatures, isolés, soumis, inintelligents, agressifs, impulsifs, rigides, anxieux, émotionnellement perturbés, paranoïaques, méfiants, incapables de pensée abstraite et limitées dans leur langage. Et donc là, on voit bien que le chevauchement est massif. Dans les 2 cas, ces listes sont incohérentes à l'intérieur d'elle-même, parce que comment est-ce qu'on peut être à la fois soumis et agressif, paresseux et rusé? Bon, c'est presque comme si ces listes, en fait, elles ne décrivaient pas une réalité objective, mais en réalité, elles étaient la révélation de quelque chose qui se cache dans le regard de celui qui les écrit. Le deuxième test, c'est le test de parallaxe. Et il demande est-ce que les personnes concernées se décrivent de la même manière que ceux qui prétendent les aider. Encore une fois, je reformule plus simplement, est-ce que le portrait qu'on fait d'un groupe ressemble au portrait que ce groupe fait de lui-même? La communauté sourde, elle se décrit de la même façon que beaucoup de communautés minorisées. Elle parle de fierté, d'une identité dont on n'a pas à avoir honte. Elle revendique pour elle-même des langues à part entière, les langues des signes, qui ne sont pas des sous-langages ou des palliatifs. Elle se structure autour de valeurs de solidarité, de liens forts tissés dans les écoles spécialisées, par exemple, d'une culture de la décision collective, etc. Et c'en est même au point où, même si ça étonne quelques personnes, les parents sourds espèrent le plus souvent avoir des enfants sourds. Dans la communauté, c'est décrit selon Lane comme un cadeau précieux, et donc pas du tout comme une malédiction. C'est le contraire exact, l'opposé absolu de la manière dont les professionnels entendants décrivent la surdité. D'un côté, on a le discours ces pauvres gens souffrent d'un terrible handicap qui les isole du monde, et de l'autre, on a un véritable sentiment d'appartenance à une communauté. Une communauté qui a sa langue, sa culture, ses traditions sociales, et qui sont autant de choses que n'importe quel parent veut pouvoir transmettre à ses enfants. Dans l'exemple de tout à l'heure, je disais, la souffrance, elle ne vient pas du fait de ne pas pouvoir marcher, elle vient du validisme, et là c'est la même chose, la souffrance, elle ne vient pas du fait d'être sourd, elle vient de l'audisme. Le troisième test, c'est celui qu'il appelle le test du fardeau de l'homme blanc, et il demande, est-ce que les bienfaiteurs revendiquent une mission civilisatrice? Je reformule une avant-dernière fois plus simplement, est-ce qu'on retrouve l'idée qu'il faut sauver les gens d'eux-mêmes malgré eux? Dans le cas des sourds, oui. L'objectif explicite de l'éducation oraliste, c'est de normaliser les sourds, de les intégrer dans une société entendante, de les sauver de leur communauté, de les appareiller, de leur apprendre à parler, quitte à leur faire subir des souffrances et leur faire traverser des efforts monumentaux pendant des années, pour au final rester aux yeux des autres des déficients, et quitte à leur interdire même de signer pour leur bien. Et ça, c'est un move ultra classique de la colonisation, il n'y a même pas besoin d'aller loin. Je veux dire, oui, la France a outre-mer des territoires colonisés, et dans son histoire, territoires colonisés absolument partout sur tous les continents. Mais on a aussi des formes de colonisation intérieure, et ce que je viens de vous décrire, ça renvoie aussi à l'interdiction du breton dans les écoles françaises. Vous savez, c'est le fameux « il est interdit de cracher par terre et de parler breton ». Dans cette phrase, on fait un parallèle très clair entre le fait de commettre des incivilités et le fait de parler une langue barbare. Vous empêcher de faire l'un et l'autre, c'est le seul moyen de vous apprendre à être civilisé. Le quatrième test, c'est le test de l'intérêt économique. Et il demande, est-ce que le paternalisme sert les intérêts financiers des bienfaiteurs? Je reformule plus simplement une dernière fois, est-ce que ceux qui aident sont aussi ceux qui en profitent? Pour répondre à cette question, pour le cas qui l'intéresse, Lane, il va chiffrer le marché de la surdité aux États-Unis dans les années 90. Il veut savoir combien rapporte à l'économie le fait que les personnes sourdes existent, et il trouve environ 2 milliards de dollars par an. À l'époque,
Les aides auditives, c'est beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, 33 ans après. Aide auditive, implant cochléaire, orthophonie, éducation spécialisée, réhabilitation, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont contrôlées par des personnes entendantes au profit de personnes entendantes. Et ça, ce système, les études postcoloniales lui donnent un nom et ils appellent ça le welfare colonialism, le colonialisme charitable, ou le colonialisme assistentiel. Encore une fois, c'est mieux en anglais. En anglais, welfare, c'est l'aide sociale. Bref, le welfare colonialism, c'est quand la domination se fait sous couvert de charité, de bienveillance et d'aide. Le masque de la bienveillance, justement. Le colonisateur ne dit pas « je vous domine pour mon profit », il dit « je vous aide parce que vous en avez besoin, parce que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. » Et aussi, je vous demande pas si vous voulez de l'aide, et je vous dis dès que vous avez 4 ans que c'est absolument nécessaire et la seule option envisageable pour vous d'avoir une vie à peu près décente. Comme la mienne, quoi. Plus pauvre, faut pas déconner, mais un peu comme, enfin, presque comme la mienne, quoi. Ce fameux « on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous », ce discours paternaliste, ce regard psychiatrisant qui vient en renfort des entreprises coloniales, c'est toujours le même. Que ce soit pour les peuples colonisés eux-mêmes, pour les personnes homosexuelles, pour les personnes trans, pour les personnes sourdes, pour les personnes traumatisées, pour les personnes folles, pour les personnes handicapées, c'est le même. Ce regard, encore une fois, il vient de la psychiatrie. C'est même pour produire un regard qui permet de penser les structures de domination depuis un angle objectivant que la psychiatrie s'est formée. C'est pour la simplification des individus dont on veut coloniser les récits, les vies et les territoires que la maladie mentale a dû devenir une grille de lecture ultra majoritaire des vécus des humaines et des humains. Est-ce que certaines personnes ont vraiment des maladies mentales ? Oui, évidemment, je suis pas con, effacez votre commentaire. Est-ce que le problème principal de certaines personnes ne peut pas se trouver dans leur environnement, mais uniquement en elles ? Oui, ça arrive, évidemment, encore une fois. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui un système médical qui permet de penser l'individu et son environnement comme un tout observable, en s'armant des bons outils pour être sûr de ne pas attribuer la responsabilité aux gens sur la base de conceptions issues des systèmes de domination ? Non, absolument pas, clairement pas, de façon absolument évidente. Non. Le colonialisme, comme idéologie opérante, ne s'est pas subitement désactivé après la guerre d'Algérie. Les institutions sont toujours là, les gens sont toujours là. Quand je vous dis que ça fait un peu plus de 9 ans que la stérilisation forcée pour les personnes trans n'est plus dans la loi, vous vous dites probablement « Oh bah c'est super, enfin un gros bout de l'édifice transphobe qui est tombé ». Mais non, pas du tout. Ce qui est tombé, c'est une formalité administrative. Parce que 9 ans, c'est 1 an de moins que le nombre d'années d'études qu'il faut pour être médecin en France. Les médecins qui n'ont pas fait leurs études à une époque où la psychiatrisation et la stérilisation des personnes trans étaient la norme, ils n'existent pas encore. Ils sont maximum à leur dernière année de lycée, alors qu'il est. Et les cohortes de profs qui vont avoir des élèves et qui n'ont pas fait leurs études pendant cette époque, elles vont probablement naître dans les 30 ou 40 prochaines années. Et donc formeront probablement les équipes enseignantes intégrales d'élèves qui vont entrer en école de médecine dans 70 ans. S'il n'y a pas eu de retour en arrière réactionnaire d'ici là, bah oui, là on pourra dire qu'on est débarrassé de cette époque, à la limite. Et encore. Mais donc la question c'est comment est-ce qu'on en sort avant ? Eh ben on en sort exactement de la même manière dont on y est rentré. On y est rentré par un rapport de force, on en sort par un rapport de force. Les personnes homosexuelles ne sont pas sorties de la pathologisation parce que un jour, les psychiatres se sont réveillés en disant « Ah bah merde, on s'est gouré en fait ». Elles en sont sorties parce qu'elles ont construit des espaces où la question de la pathologie ne se posait plus. Des espaces où on ne demandait plus « Est-ce que je suis malade ?», mais « Comment est-ce qu'on vit ensemble ?» Et ces espaces sont devenus assez puissants pour imposer une autre définition. Leur définition. Les personnes trans sont en train de faire exactement la même chose, les personnes sourdes aussi, et à chaque fois, le schéma est le même. On arrête de demander la permission d'exister, on commence à exister, et on force le système à s'adapter. Évidemment, c'est pas gagné, évidemment, ça va être extrêmement violent, évidemment, il y a des gens qui vont se sentir la responsabilité d'agir, et qui vont s'épuiser à cause de la culpabilité militante, évidemment, il y a des gens qui vont se faire tabasser, il y a des gens qui vont mourir, évidemment, il n'y a jamais aucune obligation à s'inscrire dans un grand mouvement, juste le fait d'exister, en réalité, c'est militant pour plein de gens, et on est bien d'accord que le regard psychiatrique et que les structures coloniales, elles s'effacent pas du jour au lendemain. Par contre, j'espère qu'on pourra au moins être d'accord pour dire que ce regard, ces structures, c'est pas des trucs éternels, ni même des conséquences naturelles de notre condition. C'est historique. Et ce qui est historique, ça peut changer. Merci beaucoup à Super Jésus, Lightraf, Nadezda et Gollum le Dodu pour leur soutien sur Patreon, et merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement via YouTube et Patreon. YouTube ou Patreon. Faites pas les deux, c'est con. Cette vidéo, elle était censée sortir jeudi dernier, mais comme certaines et certains d'entre vous le savaient déjà, et bah ce petit con là,
Il m'a fait une rétention urinaire horrible, et après une nuit passée à le tenir dans la bonne position pour qu'il puisse faire pipi, et bah je me suis niqué le dos. Et je me suis niqué le dos, mais vénère quoi. Donc ce qui fait que j'ai pas pu tourner. Voilà. Désolé. En tout cas, si vous vous inquiétiez pour lui, bon bah il va un peu mieux, hein, il se remet doucement, mais voilà. C'est aussi ça, hein, la campagne, et d'avoir plein d'animaux. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup, et à très bientôt pour la suite.